allons parler malheureusement d'un événement qui s'est passé ces dernières semaines. Pour ceux qui ne sont pas partis en vacances, eh bien, vous aurez pu constater que les marchés boursiers ainsi que les différents secteurs d'activité économique eh bien, ont pris une belle claque ces dernières semaines. On parle de 6,4 billions de dollars de richesse mondiale qui s'est complètement évaporée et qui a été perdue dans la nature, et donc ça mérite aujourd'hui quelques explications. Le premier point qui a mis un peu le chat dans les poules, eh bien, c'est l'emploi aux États-Unis. Les résultats qui ont été annoncés début août, donc les résultats qui concernent le mois de juillet, sont assez décevants sur ce point parce que le taux de chômage est remonté, il est passé à 4,3% aux États-Unis, ce qui est un des plus hauts niveaux de chômage depuis octobre 2021. Alors, bien, tout ça fait peur parce que ça nous fait repenser qu'une future récession est tout à fait possible aux États-Unis et principalement si l'on se tourne et si on se focalise sur les entreprises de technologie qui sont surtout pour objet les intelligences artificielles. Et de cela, eh bien, il y a une sorte de panique qui s'est installée avec cette crainte, au final, eh bien, que tout s'embrase et qu'on aille vers une récession aux États-Unis avant les élections. Alors, pour revenir à l'emploi, eh bien, on peut s'attarder sur la règle de Sam. Sam, c'était une économiste célèbre et qui avait donné pour règle que le taux de chômage moyen au cours des 3 derniers mois, s'il est supérieur de 0,5 points par rapport au niveau le plus bas des 12 derniers mois de l'année, eh bien, on peut parler que l'on est en récession. Or, ici, on est aux alentours de 4,1, 4,3, on va dire 4, par rapport au taux le plus bas de l'année qui est de 1,5, eh bien, on peut affirmer que l'on est bien en récession. Comme le titre le dit bien, eh bien, en 3 semaines, les marchés boursiers mondiaux ont perdu pas moins de 6,4 billions de dollars de richesse mondiale. Et tout cela, eh bien, c'est marqué par une baisse des marchés boursiers, principalement aux États-Unis. Les obligations ont également été à la baisse et la plupart des devises ont également dévissé. Et pourquoi a-t-il eu cet incident? Eh bien, c'est sur ce point que nous allons essayer de nous attarder, de voir quels sont les éléments que l'on peut retenir qui sont responsables de cette situation, que peut-on en penser et qu'est-ce que Jim Rogers en pense et qu'est-ce qu'il nous propose pour les prochains mois comme type d'investissement. Et du coup, on se pose la question, pourquoi est-ce que l'on n'a pas commencé à baisser les taux? Ne s'y prend-on pas encore trop tard comme la fois passée quand on avait dû les augmenter? Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'en avais parlé qu'on s'était pris trop tard pour remonter les taux. Et bien ici, on va se retrouver dans la même situation que la fois passée. On risque encore de s'y prendre trop tard. Alors, je vous avais parlé la fois passée, comme deuxième élément, du fameux yen japonais, qu'il était intéressant de commencer à le surveiller et à l'observer, que ça allait être un point crucial, qui allait peut-être nous alerter dans les prochains mois. Je n'avais pas aussi bien parlé, puisque si vous avez écouté les informations, eh bien, vous aurez entendu que le yen japonais, eh bien, il est déprécié de plus de 10%. Et donc, il a dévissé, et ça aussi, eh bien, ça n'a pas fait du bien pour le marché boursier américain et mondial. Le troisième point qui a eu son influence également sur cette fameuse baisse mondiale, eh bien, c'est l'entreprise Intel, qui est une entreprise américaine dans les matières technologiques, eh bien, qui a licencié 15 000 emplois.
Et donc, ça équivaut à peu près à 1000 milliards qui est à peu près parti aussi directement dans la nature et qui ont été perdus automatiquement par ces annonces de licenciement. Et on peut également indiquer que comme point suivant, eh bien, c'est que les rendements américains dans les obligations, eh bien, ont aussi dévissé, ils sont partis à la baisse. En ce qui concerne les actions japonaises, eh bien, elles ont suivi le même mécanisme. On a fait des yo-yo aussi entre le plus haut et le plus bas. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le yen, eh bien, il est en train d'être sur ses points historiques depuis les 12 derniers mois. Ensuite, on peut également nommer que quasi la totalité des devises sont parties à la baisse et que le dollar, même s'il s'est maintenu, eh bien, il a un caractère très volatile. Il monte, il descend, il est très instable. Et malheureusement, eh bien, l'or n'a pas failli au mouvement actuel, puisque que ce soit l'or ou les autres matières premières ou matières précieuses, eh bien, ils ont quand même eu des difficultés à tenir leur niveau et ils ont aussi légèrement régressé. Ils ont eu une perte beaucoup moins grande que les autres secteurs, mais on ne peut pas nier qu'il y a également eu une baisse. Si on prend rien que l'argent, on est passé de 30 € le gramme à 25 € le gramme. Donc c'est quand même pratiquement des 1/6 de valeur qui est tombé pour l'argent. Et pour l'or, eh bien, il est également redescendu. Nous y reviendrons principalement après au cours de cette vidéo et on peut également ajouter comme point supplémentaire l'indice VIX qui est en fait la volatilité, qui calcule la volatilité du SP 500 et qui est reconnu comme étant un indice de la peur. Eh bien, si l'on regarde cet indice, on peut constater qu'il n'a jamais eu des taux aussi importants depuis 2020 et donc ça marque bien ce sentiment de panique qui s'est pris à ce moment-là et donc on peut réellement parler de panique et de crise dans les milieux financiers de ces dernières semaines. Ce qui est venu aussi contribuer à ce phénomène, c'est Warren Buffett qui avait décidé de vendre ses dernières actions, la moitié de ses dernières actions Apple. Et il y a eu aussi une sorte de correction technique qui s'est prise dans les marchés. Et ça, on l'explique par le fait que pour l'instant, beaucoup de gens sont en vacances. Donc, il y a moins de mouvements sur les marchés financiers. Par conséquent, moins d'activité. Et donc, s'il y a un petit vent de panique, beaucoup plus qui vendent ou qui achètent, eh bien, automatiquement, ça se ressent plus sur les marchés. Les vagues sont beaucoup plus grosses et du coup, il y a beaucoup plus d'instabilité et le marché réagit beaucoup plus fort, ce qui devrait pouvoir expliquer la situation que l'on aurait vécue. Donc, le fait qu'il y ait eu un peu de vacances et de moins de mouvements dans les acteurs, eh bien, ça a permis évidemment de contribuer à des mouvements de fluctuation beaucoup plus importants qu'à l'habitude. Et enfin, on retiendra bien l'embrasement au Moyen-Orient où rien ne s'arrange. La stabilité est de plus en plus grande là-bas et on voit la situation empirer et s'embraser dans l'ensemble du continent du Moyen-Orient. Et tout cela, eh bien, fait de la crainte, de la peur, de l'instabilité et tout cela, eh bien, ce n'est pas bon pour le marché financier actuel, surtout avant les élections américaines. En plus, qu'il y a eu ce fameux attentat vis-à-vis de Trump qui s'en sort bien, mais bon, c'est toujours des éléments qui viennent toujours perturber le côté positif qui favorise un marché financier à la hausse. Alors, je terminerai sur ce que j'ai retenu de la vidéo de Jim Rogers. C'est que pour lui, eh bien, il fait toujours le parallèle avec ce qui s'est passé en 2008 avec la crise des subprimes, où il dit, ben, à ce moment-là, tous les pays étaient aussi endettés autant que maintenant, si pas plus. Et à l'époque, ben, tout ce qui a sauvé la situation, ben, c'est principalement la Chine qui a pu être le sauveur de l'humanité et qui a permis à ce qu'on s'en sorte bien de cette crise des subprimes. Or ici, bien, on se retrouve dans la même situation avec l'entièreté des États qui sont au plus endettés que jamais
Mais cette fois, la Chine est également aussi endettée que les autres, donc il ne faut pas croire que l'on va se retrouver dans la même situation parce que cette fois, eh bien, la Chine ne sera pas en mesure de sortir le monde de cette situation d'endettement. Donc pour lui, il y a réellement de quoi s'inquiéter. Et le deuxième élément qui lui dit qu'il a raison dans ce qu'il dit, eh bien c'est qu'on voit qu'il y a des mouvements d'achat importants de matières précieuses, donc or et argent, du côté oriental. Donc on parle principalement d'achats continentaux, alors que les achats occidentaux, eh bien, eux, n'ont même pas encore commencé. Mais on voit que du côté asiatique et de l'Est, eh bien, les gens se rendent compte que la situation est grave, qu'il n'y aura pas de possibilité cette fois-ci de sauver l'humanité, en tout cas de la même façon que l'on l'a fait en 2008. Ça fout la panique dans ces régions-là et ils sont déjà en train d'acheter en masse, y compris les États, de l'or pour sauver la situation. Ici en Europe, ben, on croit encore à ce que l'on nous dit. On nous donne toujours des discours positifs, des discours qui ramènent le calme en disant qu'il ne faut pas s'inquiéter, que tout est sous contrôle, que l'on gère la situation, que l'emploi est sous contrôle, que l'inflation commence à diminuer, que les marchés boursiers sont toujours à la hausse et sont au plus haut et se portent bien, et que du coup, eh bien, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Or, pour Jim Rogers, c'est quand on dit qu'il ne faut pas s'inquiéter, eh bien, justement, c'est à ce moment-là qu'il faut s'inquiéter, justement. Alors, pour lui, il s'interroge sur où investir à l'heure actuelle. Il n'habite plus aux États-Unis, il habite en Asie, mais il se dit qu'il veut absolument avoir d'autres centres d'intérêt que les États-Unis. Et pour lui, bien, le pays qui lui semble le plus favorable à l'investissement, c'est la Chine, parce que la Chine est le seul pays qui est encore sous-évalué au niveau des actions. Malheureusement, c'est très difficile d'en acheter. C'est aussi très difficile d'avoir des yuan chinois parce qu'il y a une sorte de limitation dans les achats. On ne sait pas acheter du yuan comme on veut. Et par conséquent, il n'y a pas tellement d'alternatives à part l'or, l'argent, les matières premières et les matières précieuses. Ce qu'il a déjà d'ailleurs en abondance. Il n'a pas peur de le dire qu'il achète les deux, mais qu'il a une préférence pour l'argent par rapport à l'or. Pourquoi? Parce que l'argent a baissé de 40% par rapport à son niveau le plus haut, alors que l'or, eh bien lui, il est à ses sommets et par conséquent, on n'achète jamais un produit lorsqu'il est à son plus haut niveau, mais on l'achète lorsqu'il est au plus bas pour prendre sa marche lorsqu'il va cartonner et monter en valeur. Or ici, on risque d'avoir déjà pris le train en retard si on achète de l'or, puisque l'or est déjà à son plus haut niveau, selon lui. Pour ma part, j'étais un peu étonnée de sa réaction. Ça me fait un peu peur de voir des personnes de ce niveau-là dire qu'ils ne savent plus dans quel secteur investir. Mais je comprends parce que moi aussi, parfois, je suis perdue aussi. Mais deuxièmement, je me dis aussi pourquoi ne pas investir dans deux autres petits pays. Je pense, sans avoir fait d'analyse, je ne sais pas si ce que je dis est juste ou pas, mais il existe quand même de la couronne norvégienne, de la couronne suédoise, du dollar australien, du dollar canadien. Mon papa aimait bien le dollar canadien dans les années 2000. Je ne sais pas, maintenant, je ne crois pas que le Canada est devenu un beau pays, point de vue économique. Mais bon, c'était une situation favorable. Et maintenant, eh bien, lui a l'air de dire qu'il ne voit pas où mettre son argent à part dans le dollar et qu'on n'a pas d'autre alternative que de prendre ça et de se préparer à vendre lorsque ça tournera au tragique. Et pour lui, il prévoit justement que ça va tourner au tragique. Pour lui, les éléments qui sont porteurs d'une catastrophe au niveau financier, eh bien, c'est que les marchés américains ont été des marchés boursiers haussiers les plus longs de l'histoire de l'humanité et que cela, eh bien, ça va se terminer inévitablement. Et pour lui, dit très rapidement, pour lui, automne, printemps prochain, ça pourrait avoir déjà lieu. Et deuxièmement, pour lui, eh bien, les États n'ont jamais été aussi endettés que maintenant. Et les États-Unis, eh bien, c'est une catastrophe mondiale. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité et ça ne peut plus continuer de telles proportions.
Alors, pour terminer sur l'or, eh bien oui, l'or n'a pas failli au mouvement actuel. Il a évidemment perdu de la valeur comme l'argent, le platine et le palladium et matières premières sans exception. Mais bon, ce sont des mouvements à court terme, c'est ce qu'on continue à nous dire, en tout cas les spécialistes, je vous répète ce qu'ils disent, et que si l'on regarde la situation sur du long terme, eh bien l'or ne s'en sort pas si mal que ça. Si l'on prend par rapport à 2008-2010 et qu'on va jusque maintenant, même avec la perte de cette dernière semaine, on fait encore du 8% par an pour ceux qui ont acheté de l'or à partir de 2010. Donc, ce n'est pas le fait que l'on a perdu sur un mois qui fait que l'on est perdant, puisque si l'on le reprend sur du long terme, eh bien, finalement, on est toujours gagnant. Par conséquent, eh bien, ils disent que le choix reste toujours les matières premières et qu'il ne faut pas avoir peur d'investir dans l'or ni dans l'argent, même si c'est à certains moments à la baisse ou à certains moments à la hausse. Et pour l'instant, on risque d'être dans un marché qui est plutôt volatile. En tout cas, avec les élections et tout ce qui se passe pour le moment, ça risque d'arriver, et les situations et les éléments que je viens de vous donner. Mais il y a des techniques pour éviter de se casser la figure lorsque les marchés deviennent volatiles. Il n'y a pas de panique à avoir, il faut continuer à investir comme on le fait et de manière raisonnée évidemment, mais il ne faut pas avoir peur et croire que l'or et l'argent ont failli ces dernières semaines. Ce n'est juste que des corrections et des petits mouvements baissiers, c'est même peut-être l'occasion d'en acheter, avis personnel à moi, et d'attendre que ça remonte, parce que ça finira toujours bien de remonter. Vu les éléments donnés, eh bien, il y a de la peur, de la panique, et l'or, eh bien, il cartonne, lorsqu'il y a de la panique dans l'air, donc ça risque de ne pas disparaître du jour au lendemain, donc c'est tout bon pour l'or. Et si la baisse des taux commence à arriver, c'est un deuxième élément qui sera évidemment favorable avec les problèmes géopolitiques et les élections aux États-Unis. Donc, soyons patients, gardons courage, ce n'est qu'un petit accrochage dans une montée vers les sommets. J'avais envie de vous faire le topo de ce qui s'était passé pendant les vacances pour ceux qui reviennent et qui ont laissé tomber le côté financier pendant ces 2 mois. Comme ça, vous n'auriez pas perdu une miette de tout ce qui s'est passé pendant ces 2 mois. Alors, donc, avant de publier, eh bien, une nouvelle que je viens de lire qui pourra peut-être également vous intéresser, eh bien, c'est que ça concerne les voitures électriques et principalement les voitures électriques chinoises. Eh bien, on en vend de plus en plus en Europe, ce qui ne fait pas très plaisir à la Commission européenne. Et ils ont potassé pendant les vacances et ils ont pondu que dès le mois de octobre, et tout cela pour une durée de 5 ans, eh bien, les droits de douane, qui n'étaient que de 10%, eh bien, allaient passer à 36%. Alors, il faut savoir que beaucoup d'entreprises européennes se sont délocalisées justement en Chine pour être plus proches des matières premières, des opérations de transformation qui sont faites dans ces pays-là pour une question de coût et de facilité, et ils seront également soumis à des droits de douane. Et finalement, au départ, ils avaient un droit de douane qui leur était préférentiel, et maintenant on leur ajoute ce droit de douane également, ce qui fait qu'ils vont être même désavantagés par rapport à la Chine, et par conséquent, eh bien, ça va être principalement BMW et Dacia qui vont être les principales victimes de tout cela pour protéger les importations de voitures chinoises, 100% chinoises. Alors, le but de tout cela, eh bien évidemment, c'est de faire revenir sur le territoire européen la fabrication et l'assemblage des voitures électriques sur le continent européen, puisque là, il n'y aura pas de droit de douane. On voit déjà certaines entreprises chinoises venir d'ailleurs s'installer de nouveau en Hongrie. Alors, le résultat de tout cela, eh bien, c'est de faire une Europe de la délocalisation chinoise. Pourquoi? Pour ramener des usines en Europe et essayer de faire redémarrer l'emploi et faire diminuer
le chômage. Il faut savoir que depuis 2-3 ans, moi qui suis dans le commerce, eh bien, je suis soumise également à des droits de douane lorsque je fais revenir des produits de parachutisme, principalement des États-Unis, parce qu'il faut bien reconnaître que la majorité des produits viennent de là. Et bien évidemment, eh bien, je suis soumis à un droit de douane de quasiment 30% parce que je ne fais pas travailler l'Europe. Mais que voulez-vous, quand ce sont des produits qui n'existent pas en Europe, on n'a pas d'autre choix que de les faire venir. Donc, ce qui vient de se faire avec les voitures chinoises, eh bien, moi, je connais ça depuis la période du Covid. Et j'avais ça pour les produits qui venaient de Chine, du Pakistan, de l'Asie et de l'Inde, de l'Amérique du Sud, mais également de l'Amérique du Nord. Donc, les voitures qui avaient un taux de 10%, eh bien, étaient fameusement favorisées par rapport à ce que moi, je voyais dans mes produits pour le parachutisme. Eh bien, dorénavant, ils ont à peu près la même taxation, même un peu plus fort que moi. Le but, rapatrier les usines de fabrication, d'assemblage et de construction sur le territoire européen pour faire de notre Europe une Europe de la délocalisation chinoise et pourquoi pas accueillir des entreprises chinoises sur le territoire européen. Alors, si vous revenez de vacances et que vous prenez le train en chemin, eh bien, nous voici le détail de ce qui s'est passé. Eh bien, l'été n'a pas été de tout repos, même si vous ne l'avez pas vu, eh bien, nous avons eu beaucoup d'événements. Les principaux, eh bien, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout ce qui touchait aux intelligences artificielles. Eh bien, tous ces actifs-là se sont effondrés. Il y a eu une envolée du yen face au dollar et à l'euro qui s'est affaibli. Il y a eu la bourse de Tokyo qui s'est effondrée. Il y a eu le SPOE 500 qui a suivi également à la baisse. Et on avait eu un très bon mois de juillet avec un rendement de 21% que tout le monde avait gagné et ces 21%, eh bien, on les a tout simplement reperdus. On se souviendra par exemple du secteur des bitcoins qui avait fait un excellent mois de juillet et qui se sont repliés fortement. Donc autant dire que tout ce qu'on avait gagné en juillet, eh bien, on les a reperdus en août. Et comme ça, eh bien, il y a eu plusieurs explications qui ont été données. La première, eh bien, c'est qu'on se trouve en période de vacances, il y a beaucoup moins de mouvements, donc ça s'explique par des corrections techniques, mécaniques, et aussi par une question de faute de liquidité, manque de mouvement, et donc lorsqu'il y a un petit levier qui bouge, eh bien, la sensation est beaucoup plus forte que lorsqu'il y a énormément d'activité. Est-ce que maintenant, est-ce que ça va être la remontée? Eh bien, c'est la bonne question, mais pour beaucoup d'analystes, eh bien, il ne faut pas aller trop vite et croire que la faiblesse des marchés boursiers est terminée. Pourquoi? Eh bien, parce que pour certains, eh bien, tout ce qui touche aux valeurs des intelligences artificielles, eh bien, elles sont surévaluées, trop côté à la hausse et donc il y aura une correction inévitable à un moment ou à un autre. Et deuxièmement, ben, les marchés américains sont également surcotés, ils sont au plus haut historique et par conséquent, eh bien, il faut s'attendre à une forte baisse. On voit également que la récession risque de s'installer en Europe dans les 6 mois. Elle est déjà là aux États-Unis et en général, quand les États-Unis commence à boire le bouillon, bien l'Europe suit 3 à 6 mois après, donc ça ne va pas arranger le marché. À cela s'ajoutent les problèmes géopolitiques, les élections et aussi la volatilité du yen qui n'arrange pas la situation. Donc on est loin de croire qu'il va y avoir une amélioration dans les mouvements financiers dans les bourses européennes ou mondiales. Et ça se ressent même chez les plus grands financiers que l'on suit de près pour suivre leurs exemples et leurs connaissances. Et on peut citer Warren Buffett. Eh bien, Warren Buffett, ça fait déjà une fois ou deux que je vous en parle. Il a déjà vendu à 2 reprises des actions vu le gros pactole qu'il devait vendre. Et eh bien, il ne réinvestit pas ce qu'il a vendu, mais il met tout en cash afin d'avoir, bien sûr, l'argent disponible pour faire un achat opportuniste lorsque le moment se présentera à lui. Et à mon sens, il s'attend justement à une bourse des marchés des actions et il veut se tenir prêt et être avec une somme d'argent disponible pour pouvoir rentrer dans le monde
des actions au moment où celles-ci seront au plus bas. C'est sans doute pour ça qu'il a vendu une grosse part de ses actions ces derniers temps. Et Warren Buffett, eh bien, dit qu'il n'est pas pour l'achat pour l'instant, qu'il le dit depuis le mois de janvier, mais qu'il est là pour conserver des liquidités et garder son cash. Alors, qu'est-ce qu'il fait pour l'instant? Eh bien, son cash, mais il l'a réinvesti en bons du trésor et en diverses obligations d'entreprises et d'États dans différents pays, ce qui le différencie évidemment des actions qui sont des rendements à risque et inconnus, alors qu'ici, on a affaire à des obligations qui sont des actifs qui sont sûrs et avec un revenu garanti. Donc, par conséquent, on peut traduire cela en disant que Warren Buffett a plutôt une stratégie pour le moment défensive et lucrative. Et si vous voulez le copier et le modéliser un petit peu, eh bien, je vous dirais que ce qu'il a réinvesti en valeur obligataire et bons du trésor représente en grosse partie un tiers de sa fortune. Donc voilà, si vous voulez suivre son exemple, bien pourquoi pas, je vous ai donné les clés sur la manière dont il entrevoit l'avenir. Voilà, alors il y a une deuxième façon également de se protéger de la volatilité des marchés. Je vais juste vous en toucher un petit mot, je pensais revenir après, mais j'aurai d'autres sujets, donc je vous en touche un mot rapide et résumé. Eh bien, on dit de se réinvestir chaque mois la même valeur tous les mois, quel que soit que la bourse monte, descende, ou les obligations montent ou descendent. Ainsi, ça lisse les moments où vous achetez les produits au prix le plus élevé ou au prix le plus bas. En fait, vous devez, par exemple, déterminer un rendement que vous voulez mettre en place pour acheter. Par exemple, vous pouvez acheter tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois ou toutes les années. Ça, vous choisissez comme vous voulez, mais vous respectez votre planning et vous respectez, deuxièmement, la valeur que vous voulez investir. Par exemple, si vous avez décidé d'investir, je prends un exemple, 1000 euros par mois, eh bien, et à certains moments, si votre action vaut, je ne sais pas moi, 100 euros, eh bien, vous en acheterez 10. Si le mois suivant, elle a 200 euros, vous n'en acheterez que 5. Mais vous gardez toujours la même valeur et ça permet ainsi de se protéger contre la volatilité. Ce sont deux manières de vous protéger de la situation actuelle. Je vous dis à bientôt cette fois et je publie cette vidéo et à la fois prochaine et bonne rentrée à tous.